On voit la bête. On l'aperçoit déjà entre les arbres. Les amis, je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du site archéologique qui me fascine le plus. C'est un site archéologique qui est au cœur d'un profond mystère, puisqu'il s'agit d'un village médiéval qui a subitement disparu à la fin du XVe siècle. C'est bien simple, en l'espace de quelques années, les habitants sont morts ou alors sont partis. En tout cas, ce village a totalement sombré dans l'oubli. Alors, pourquoi ? Eh bien, vous allez voir que les raisons sont assez complexes, elles ne sont pas du tout celles auxquelles on pourrait penser de prime abord, et on va découvrir ça dans la seconde partie de cette vidéo qui sera consacrée à l'enquête autour de cette disparition mystérieuse et soi-disant inexpliquée. Mais avant ça, je vous propose de découvrir ce site archéologique de vos yeux. Donc c'est parti, je vais vous faire visiter ce qui reste de ce village abandonné. Je précise que ce site archéologique, c'est la première fois que je le vois en vrai. Jusqu'à présent, je ne le connais que par les articles qui en parlent. J'ai vu des photos, tout ça, mais c'est la toute première fois que je viens ici, pour de vrai. C'est trop cool. Ah là là. Donc ce bâtiment qu'on voit derrière moi, c'est l'église du village. C'est le seul bâtiment qui est encore en élévation. Toutes les maisons en revanche ont disparu. Dites-vous bien que les maisons étaient très probablement en bois et en torchis. Et le bois et le torchis, ça demande de l'entretien. Donc quand le village est abandonné, en quelques années, quelques dizaines d'années, le torchis, le bois vont se désagréger à cause de la pluie, à cause du gel. Donc les maisons, malheureusement, il n'en reste pas grand-chose en élévation. On verra tout à l'heure qu'il reste sans doute des choses sous terre. Mais pour parler des élévations, l'église qui était construite en dur, en pierre, est en revanche beaucoup mieux conservée. Encore que, c'est pas si simple. On va voir ça tout à l'heure, je vais complexifier parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce site, c'est assez complexe. Je vais encore refaire un face cam en fait ici. Oh bah tiens, au moment où je parle. Ça les amis, c'est un tesson de poterie. Je crois qu'on voit bien aussi de l'autre côté. Et là on voit des... Putain, j'ai posé ma cam. Il y en a un deuxième ici. Et il y en a un troisième là. Et il y en a un troisième là, ouais, bien joué. Excellent. Donc tout ça, ce sont des tessons de poterie anciens, probablement médiévaux, peut-être du XVIe siècle. Et ça me permet de vous rappeler la règle d'or d'un site archéologique. Quand on a des objets en surface, on peut se permettre de les regarder, mais surtout, on les repose à l'endroit précis où on les a trouvés après les avoir admirés. C'est très important parce que ce sont des indices, c'est comme une scène de crime en fait. On a besoin d'avoir tous les indices en place. Si on commence à prélever les objets, les archéologues ne pourront plus résoudre les questions qui nous intéressent. Bon allez, je vais reposer ça soigneusement là où c'était et puis on va continuer la visite. C'est parti hein. Je sais pas si tu voulais faire encore des plans Julien, c'est bon? Celui-là tu l'avais bien comme ça? Attends, tiens-le, ouais, bouge pas. Celui-là je l'adore avec ces petites formes là sur... De retour au studio, j'ai mené ma petite enquête et il semble bien qu'il s'agisse de poterie médiévale, notamment de ce que les archéologues appellent de la céramique grise cannelée. C'est un type de vaisselle très commun qui était utilisé dans la région entre le XIIe et le XVIe siècle. Ça veut dire que la dernière personne à avoir touché ces poteries avant moi était probablement un habitant de ce village disparu il y a plus de 500 ans. Et ça, je trouve que ça donne le vertige. Ça, c'était là. Voilà, nickel. Alors, ce site archéologique, mine de rien, il est quand même
très méconnu. Il y a eu une campagne de fouilles un peu avant la Première Guerre mondiale, puis une autre dans les années 2000. Donc on a très peu d'informations. En revanche, une chose est certaine, l'espace dans lequel je me trouve actuellement était circonscrit dans un mur d'enceinte. Là, on est sur le côté de l'église. Donc il faut imaginer que de ce côté-là, on a le mur de l'église. Et si vous regardez bien, ici, hop, vous avez un mur d'enceinte. On a donc ici une partie de l'église. Il y a pas mal de décombres, hein, donc forcément, on n'est pas au niveau de sol de l'époque. Hein, on est surélevé par rapport à là où marchaient les gens. Mais en tout cas, on a un espace ici qui est enclos dans un mur d'enceinte. Un espace dans lequel on a retrouvé des ossements humains. Donc, tout simplement un cimetière probablement. Sans doute qu'une partie de la population de ce village repose encore actuellement sous mes pieds. Il y a aussi des squelettes qui ont été retrouvés dans l'église. C'est classique, hein. Au Moyen-Âge, on enterre aussi les gens dans l'église. Rien de surprenant à ça. Magnifique. Là, on est au niveau de la façade de l'église. Façade qui est située sur le côté ouest. Cette façade, elle est hyper importante puisque c'est le seul élément d'élévation médiévale qui est encore en place. Tout ce que vous avez vu ailleurs, donc les côtés de l'église si vous voulez, tout ça c'est une rénovation de 1954, rénovation absolument désastreuse puisqu'on n'a pas fait ça dans les règles de l'art. Hein. Cette façade par contre est en partie médiévale. On voit qu'elle a été rénovée, hein, mais on peut se dire que ça ressemblait à peu près à ça à l'époque. Avec ce magnifique portail. C'est superbe. Cette église est l'unique bâtiment qui ait été fouillé, et encore en partie seulement. Outre la façade médiévale, on y a retrouvé par endroits les véritables fondations de l'édifice, qui dévoilent son tracé originel. Le chœur est particulièrement intéressant, puisqu'on y a retrouvé, ou du moins mis en évidence, plusieurs phases. Initialement carré, ce chœur est agrandi au cours du XVe siècle, peut-être une ou deux générations avant l'abandon du village. À ce moment-là, les maçons élèvent ce nouveau mur, doté quant à lui de contreforts. C'est un détail qui a son importance, puisque si on a eu besoin de ces contreforts, c'est qu'il fallait renforcer les angles. Et s'il fallait renforcer les angles, c'est probablement parce qu'une voûte d'ogive prenait appui dessus. En observant les fondations, on peut donc avoir des informations sur l'élévation. Et du coup, vous êtes à peu près au niveau de la partie habitation, si j'ose dire, puisque l'archéologue qui a fouillé au cours de la Première Guerre mondiale mentionne dans le coin sud-est de l'église, là où vous êtes, une amorce d'habitation. Donc là, on rentrerait a priori dans la partie habitat, dont il ne reste rien du tout. Voilà, c'est la forêt. Alors par contre, sous mes pieds, il reste probablement les vestiges des maisons, sous forme de fondations. Donc soit on avait des fondations en pierre, ce qui, je pense, était le cas ici, parce que avoir une fondation en pierre, ça protège quand même bien le torchis et le bois de l'humidité. Soit on avait tout simplement des fondations en matériaux périssables, par exemple des poteaux en bois. Et dans ce cas-là, on va quand même retrouver les empreintes de ces poteaux dans le sol, sous forme de sédiments, de taches de couleurs un peu différentes. On appelle ça des trous de poteaux. Malheureusement, le village n'a pas été fouillé. On ne connaît ni son étendue, ni son évolution au cours du temps. Seuls éléments pour résoudre le mystère de sa disparition, les textes historiques. Et heureusement, ils nous donnent quelques jalons. La première mention du village remonte à 1360, dans un registre fiscal. Dès lors, on le voit ressurgir dans divers documents jusqu'en 1473, date à laquelle il est acquis par un nouveau seigneur. Comme ça coïncide avec la datation du nouveau mur de l'église, on peut supposer que c'est ce seigneur qui, en arrivant, fait reconstruire le chœur de l'église en installant la voûte d'ogive. Mais, à partir de cette date et pour les 40 ans à venir, le village va disparaître des textes. Quand il fait sa réapparition en 1513, c'est parce que deux seigneurs se partagent son territoire. Autrement dit, les habitants sont partis ou sont morts, plus personne ne vit ici. Le texte est d'ailleurs assez clair, il ne reste que l'église et une auberge pour accueillir les pèlerins. Que s'est-il passé ?
Que s'est-il passé pendant les 40 ans qui séparent nos deux dernières sources? On va le découvrir tout de suite. Allez, c'est parti, rendez-vous au studio. Ok, alors on y est. Pourquoi ce village a-t-il été déserté? C'est une question que travaillent les chercheurs depuis déjà des dizaines d'années, puisque, tenez-vous bien, ce village n'est pas un cas isolé. Et c'est même tout le contraire en fait. Pour prendre l'exemple d'une région que je connais bien, l'Alsace, il y a au moins 137 villages désertés entre le XIVe et le XVe siècle. 137, c'est absolument énorme. Mais bien évidemment, le phénomène ne s'arrête pas à l'Alsace. Plusieurs pays d'Europe semblent touchés par une vague de désertion à peu près en même temps. C'est assez évident, il se passe quelque chose. Alors confrontés à ce mystérieux phénomène, les premiers historiens à s'y être intéressés, qui étaient d'ailleurs avant tout des historiens locaux à la base, ont proposé des explications liées au malheur de l'époque. Puisqu'effectivement on est alors à la fin du Moyen-Âge, une époque où l'Europe traverse des crises. Déjà, il y a des épisodes de famine, comme par exemple celle qui frappe les villes flamandes autour de 1315. En à peine quelques mois, c'est une personne sur 10 qui va succomber dans ces villes, tandis que les survivants s'en sortiront affaiblis et vulnérables. Vulnérables par exemple aux épidémies. En 1348, la peste noire s'abat sur l'Europe et décime plus d'un quart de la population. Le petit village de Givry par exemple, contaminé en août, aura perdu la moitié de sa population en octobre, à peine 3 mois plus tard. Et jusqu'en 1720, d'autres résurgences de peste laisseront chaque fois des grands vides dans les populations. Mais pestes et famines ne sont pas tout. Il reste un dernier facteur, la guerre. Et la guerre est un véritable fardeau, plus encore pour nos communautés villageoises. Déjà, il faut payer plus d'impôts pour financer les troupes, mais surtout, ces dernières font peser un véritable climat d'insécurité dans les campagnes. Plus que tout, on redoute le passage des hommes d'armes. On a peur qu'ils pillent, on a peur qu'ils tuent, on a peur qu'ils massacrent. Famine, guerre, épidémie, voilà les premières causes qui furent avancées par les historiens locaux. Mais, en confrontant les analyses, on s'est vite rendu compte que le phénomène n'était pas si simple, et surtout qu'il n'avait pas les mêmes causes partout. En effet, ce qui ressemblait de prime abord à un vaste phénomène global en Europe cachait en réalité une diversité de mécanismes et de causes en fonction des endroits. Alors à titre personnel, l'exemple que je trouve le plus fascinant, c'est celui de l'Angleterre, où des dizaines et des dizaines de villages disparaissent à partir de la fin du XVe siècle. Or là-bas, il n'est question ni de peste, ni de guerre, ni de famine. Le coupable des disparitions est bien identifié, et il est en apparence beaucoup plus inoffensif. Pour en discuter, prenons l'exemple de Warham Percy. Warham Percy est un village disparu anglais dont seule l'église est conservée, les fondations des maisons étant tout de même perceptibles une fois qu'on regarde depuis le ciel. C'est un site que je vous avais déjà présenté puisque, souvenez-vous, on y a réalisé dans les années 60 une découverte tout à fait macabre. Pour la faire courte, les archéologues ont retrouvé les restes d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'ont pas été enterrés dans le cimetière et surtout qu'on a pris soin de démembrer et de brûler avant inhumation. Alors, pas de panique, il y a une explication. En fait, les croyances aux revenants étaient particulièrement fortes à l'époque et dans la région. Aussi, ces restes humains appartiennent probablement à des gens dont on pensait qu'ils seraient capables de revenir d'entre les morts. On a voulu les empêcher de quitter la tombe. Pour imager un peu plus, dites-vous que ces gens étaient peut-être des morts à la suite d'une épidémie. On aura considéré leur mort comme brutale et prématurée, et on se sera dit qu'ils n'avaient pas épuisé toute leur énergie vitale, ce qui les aurait rendus capables de revenir d'entre les morts. Ce genre de croyance peut sembler étrange, mais elles sont tout à fait authentiques et sont bien documentées dans les textes d'époque. Un moine anglais du XIIe siècle raconte même comment des gens de la ville de Berwick se sont débarrassés d'un mort-vivant. Ce dernier terrifiait les habitants chaque nuit, et il aura fallu retrouver sa tombe en journée, le déterrer, le décapiter et le brûler pour qu'il arrête de nuire. Autrement dit, c'est exactement le traitement réservé à nos malheureux de Warham Percy.
Alors si ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder ma vidéo. En attendant, est-ce que cette peur des morts pourrait être la cause de l'abandon du village? Est-ce qu'on aurait pu avoir par exemple une vague de panique à la suite d'un cas de mort-vivant? Eh bien, la réponse est non, car ces pratiques anti-revenants correspondent à plusieurs épisodes répartis entre le XIe et le XIIIe siècle. Or, l'abandon du village n'a lieu que 200 à 300 ans plus tard. Alors revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, puisque ce sont bel et bien ces bestioles en apparence si gentilles et inoffensives qui sont à l'origine des disparitions de villages. Vous allez voir, l'explication est assez simple. Au cours du XVe siècle en Angleterre, le commerce de la laine devient plus rentable que celui des céréales. Autrement dit, les propriétaires des terres ont tout intérêt à transformer leurs champs en pâture. Les paysans qui exploitaient ces terres se retrouvent appauvris, ne gagnent plus assez pour rester, sont parfois tout bonnement expulsés. En tout cas, les villages les plus vulnérables se vident de la fin du XVe au XVIe siècle. L'humaniste Thomas More écrira en 1516 « Les moutons ont dévoré des villages entiers ». Alors bien sûr, la désertion d'un village, c'est un processus qui se fait assez lentement. Faut pas imaginer tous les villageois qui quittent le village un beau matin et qui partent en colonne de réfugiés. Non, c'est un phénomène qui s'étend sur des années, chaque famille décidant l'une après l'autre de partir sur un temps plus ou moins long. C'est une vision un peu moins romantique que le scénario catastrophe de Ville fantôme, mais c'est bien plus proche de la réalité. En tout cas, l'Angleterre étant traitée, qu'en est-il de la France ? Eh bien, en France, la situation est également assez spéciale. Déjà, les disparitions sont un peu moins nombreuses qu'ailleurs, mais surtout, elles ne sont en général pas définitives. La guerre a beau détruire les maisons et faire fuir les habitants, on finit toujours par revenir et par reconstruire. De même, la famine et les épidémies ont beau creuser des trous dans la population, ça ne suffit pas à anéantir les villages. Ces derniers renaissent de leurs cendres et le tissu rural se maintient. Mais, et c'est là le petit piège de la vidéo, notre village n'est pas situé en France. On est dans l'espace germanique et c'est donc du côté des études allemandes qu'il va falloir chercher nos informations. Or, en Allemagne, la situation est bien plus dramatique. Les disparitions y sont non seulement massives, jusqu'à 4 villages sur 10, 4 sur 10 quand même, mais en plus elles sont définitives. Une fois que les habitants partent, ils ne reviennent jamais. Alors évidemment, les guerres, les pestes et les famines ont forcément joué un rôle, mais c'est un tout autre facteur qui a été déterminant, un mécanisme plus subtil qui a entraîné à lui seul un départ massif des paysans. Ce mystérieux mécanisme, il a été mis en évidence pour la première fois par l'historien Wilhelm Abel. Et voilà ce qu'il raconte. Entre peste et famine, la crise de la fin du Moyen-Âge a laissé de grands vides dans les populations, et notamment dans les populations des villes. Or, dans les villes, il a très vite fallu remplacer les artisans décédés. Et pour attirer une nouvelle main-d'œuvre, les salaires ont augmenté. C'est là la première pièce du puzzle, une augmentation du salaire dans les villes. Mais ça n'est pas tout. En même temps, l'économie a été marquée par un changement crucial. Le prix du grain a baissé. Alors évidemment, c'était une excellente nouvelle pour les habitants des villes, qui allaient payer leur pain moins cher, mais du côté des paysans et de nos fameux villageois, c'était une catastrophe. En effet, les paysans ont commencé à gagner de moins en moins sur les mêmes récoltes, et de fil en aiguille, ils se sont considérablement appauvris. Si je résume, on avait des paysans qui étaient face à un travail difficile et qui rapportaient de moins en moins, avec à côté des salaires très attractifs dans les villes, des métiers à prendre et un prix du pain très abordable. Donc le calcul était vite fait, et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un véritable exode rural. Ça veut dire qu'année après année, des paysans ont quitté leur terroir, en quête d'une vie meilleure. Ils ne sont pas forcément tout de suite partis pour les villes, Ils ont généralement d'abord bougé vers les villages voisins les plus gros et les plus riches, et de proche en proche, ils ont fini par atteindre les villes. C'est exactement dans ce contexte d'émigration rurale que notre village a disparu à la fin du XVe siècle.
Ainsi, la désertion n'a pas été brutale et soudaine, comme ont pu l'imaginer les légendes locales d'épidémies de peste dévastatrices ou de soldats qui massacrent tout, mais plutôt le fruit d'un long processus, étalé sur des années. Les familles de paysans ont choisi les unes après les autres de tenter leur chance ailleurs, et petit à petit, progressivement, le village s'est dépeuplé. Mais là encore, il nous manque une pièce du puzzle, la dernière pièce, qui peut être la plus importante. Vous l'aurez compris, il n'existe pas d'explication simple et unique au phénomène des villages disparus. Et dans notre cas, il ne faut pas oublier un facteur capital, la guerre. Ou plutôt, non pas la guerre en tant que telle, mais la manière dont elle était perçue par les communautés villageoises. Car dans la région et à cette époque, les villageois étaient en proie à un fort sentiment d'insécurité. On redoutait plus que tout le passage des hommes d'armes, et on avait l'impression que ça pouvait survenir n'importe quand. On vivait chaque jour avec une certaine peur, un sentiment de danger. Et c'est ce sentiment, plus que la guerre en elle-même, qui a mis le feu aux poudres. Ça a poussé les villageois à sauter le pas, à finalement quitter leur maison et à chercher un habitat plus sûr. En fait, quand on dit que la guerre a joué un rôle dans les désertions, faut pas nécessairement imaginer des soldats qui dévastent les villages et qui tuent les habitants. Des exactions peuvent arriver, mais généralement les villageois ont quand même le temps de se cacher, et surtout on peut reconstruire une fois que les hommes d'armes sont passés. Non, là on parle vraiment d'un phénomène beaucoup plus subtil, un sentiment d'insécurité sur le long terme, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui a poussé les villageois à prendre leur envol, à définitivement quitter le village et à chercher un habitat plus sûr. D'ailleurs, quand on replace le tout sur une carte, on se rend assez vite compte que c'est autour des habitats fortifiés qu'il y a comme par hasard le plus de villages disparus. On voit de véritables ceintures de villages désertés autour des villes fortifiées. Autrement dit, il est assez clair que les gens ont cherché un lieu plus sûr. Quant à notre fameux village disparu, il y avait effectivement une ville fortifiée pas très loin, et c'est sûrement là-bas que sont partis les habitants, laissant derrière eux leurs maisons, leurs déchets, leurs défunts, autant d'indices qui reposent encore sous terre après 500 ans et qui permettront un jour de comprendre qui ils étaient et comment ils ont vécu. Mais ça, ce sera pour quand le village sera fouillé. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo enquête exploration. C'était un plaisir de vous faire découvrir ce site archéologique. C'est quand même le site archéologique qui me fascine le plus, donc c'était vraiment très cool de vous le montrer. Alors, si ça vous a plu et que vous avez envie de me donner un coup de pouce, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Ça aide énormément au niveau du référencement et ça permettra peut-être à cette vidéo de figurer dans les suggestions YouTube. Je rappelle aussi, comme d'habitude, que j'ai une page Tipeee en description. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir à hauteur de par exemple 1 ou 2 euros par mois. Ça m'aide énormément puisque c'est ça qui est amené à devenir ma source de revenus principale, qui va déterminer si je peux continuer l'aventure YouTube et sous quelle forme, et surtout qui me permet d'éviter le plus possible tout ce qui est placement de produits. Voilà, dans tous les cas, pas d'inquiétude, il n'y a aucune obligation, sachez que les vidéos resteront gratuites quoi qu'il arrive. Voilà, donc vraiment pas de stress, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. L'épisode sur Ötzi est toujours en prévision. Malheureusement, j'ai pas encore pu le réaliser, donc c'est pas pour tout de suite, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Je vous en dirai plus sur Instagram, sur Facebook, enfin voilà, vous savez où me trouver si vous avez envie de suivre plus activement la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des schmutz comme d'habitude. C'était Thomas. Tchuss! Chazeron. C'est dans ce château médiéval auvergnat, réaménagé au XVIIe et XVIIIe siècle, qu'on s'apprête à passer les 2 prochains jours. Je t'ai sorti un texte de la tradition lichtenorienne. Je vais devoir recréer les mouvements à partir du texte. C'est ça. Franchement, c'est technique. C'est technique, hein. C'est pas juste je prends une épée, je fais des mouvements. Il y a vraiment autre chose derrière qui est super important. Si tu comprends pas le contexte du siècle, t'es dans le faux. Objectif, découvrir les AMHE. Vous allez m'accompagner dans mon initiation
et exhumer avec moi des arts du combat disparus, avant l'épreuve du combat contre Benjamin.